Eh bien, bonsoir. On va pouvoir commencer l'avénement, la soirée Bistro Brain. Fait que ça nous fait super plaisir d'avancer cette année avec vous. Donc, j'espère que ce soir, il y a beaucoup de femmes dans la salle. Bon, les hommes, on vous aime aussi. C'est juste que ce soir, c'est les femmes qui sont à l'honneur puisqu'on va parler des femmes dans le sport. Alors, moi, c'est Pauline Lavergne. Donc, je suis bénévole chez Bistro Brain depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, puis nouvellement coordonnatrice du comité de Québec. Donc, pour les petits nouveaux, ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif fondé en 2017, dont la mission est de diffuser la science à travers le plaisir, à travers des événements qu'on organise en vulgarisation scientifique à travers le Québec. Donc, le concept, c'est des cours présentations de 12 minutes, suivies d'une période de questions de 5 minutes. Et on a une petite pause au milieu de l'événement. Fait que ce soir, cas d'exception, on aura 3 présentations, mais soyez pas déçus parce qu'à la fin, on va pouvoir avoir plus de questions. Donc, c'est ça. Puis, pour bien finir la soirée, on va vous demander de rester très attentifs parce qu'il va y avoir un quiz avec une remise de prix. Donc, voilà. Sur ce, je remercie, avant de commencer, notre commanditaire, le Fonds de recherche du Québec. Puis, je vais maintenant laisser la parole à notre collaborateur, le LAV ProFemme. Donc, merci d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Guylaine Demers. Elle est professeure et chercheure à l'Université Laval et défenseur incontournable des questions d'équité dans le sport québécois et canadien. Elle a d'ailleurs obtenu en 2020 un prix, le prix Femmes et Sport du Comité international olympique pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement des femmes en sport. Donc, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Alors, contrairement au cours, on a le spot d'en face, on ne voit absolument pas. Quand je vois mes étudiants, je suis capable de voir, ils m'écoutent pas. Mais on peut m'avancer? Ah, ben, Alexis, c'est l'homme de la situation. Super, tant que je ne tombe pas en bas. Ouais. Alors, merci d'être là. Je suis directrice du Lab ProFemme pour la progression des femmes dans les sports au Québec. On existe depuis 2022. Et j'ai mon équipe avec moi. Vous aurez le plaisir d'avoir 2 de mes collaboratrices qui vont suivre ma présentation. Et j'ai aussi, ils ne veulent pas monter sur la scène, fait que je vais les spotter puis les nommer. Lauriane Lépine, qui est candidate au doctorat avec le Lab, et Juliette Bernatchez, mon Dieu, j'allais t'appeler Papillon. J'ai travaillé avec sa mère, Judith Papillon, fait que là, allô. Donc, Juliette, qui est vraiment notre spécialiste des réseaux sociaux, du français, qui nous relie, qui nous corrige. Alors, je suis vraiment choyée d'avoir une belle équipe. Et tout à l'heure, on présentera Aïfa et Anne-Marie qui vont présenter à leur tour. Alors, le Lab, en fait, notre raison d'être, c'est vraiment de documenter justement qu'est-ce qui se passe pour les filles et les femmes dans les sports au Québec. On n'avait pas d'entité de recherche spécifique qui s'intéressait à la question et de l'importance de savoir quand on met des programmes en place, quand on a des nouvelles initiatives, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça bouge, est-ce que les chiffres bougent. Les Olympiques s'en viennent, alors on est toujours très sollicités. Puis, dans la période de questions, s'il y a des choses qui vous interpellent sur les Olympiques, je fais de la promo, mais ça nous fera plaisir de répondre s'il y a des choses qui vous questionnent sur ce gros événement. Alors, c'est le Lab. On est installé à l'Université Laval, bien sûr. Et voilà, je suis la directrice choyée. Voici. Merci, Guylaine, de nous avoir échauffé la salle. Donc, je pense que vous êtes fin prêts pour ce premier round de présentation. Alors, on reste avec Guylaine qui va nous parler, dans sa présentation, de comment redéfinir le jeu, les filles en sport au Québec. Alors, je te laisse et puis je vous souhaite une bonne écoute. Oui, c'est juste... OK, c'est ça. Oui, je peux le prendre, hein? Oui, c'est un... Pour celles qui m'ont eu comme prof, savent que je ne suis pas capable de rester en place très longtemps. Alors, c'est moi qui je casse la glace et aussi pour vous donner un peu un plus gros portrait de la situation des filles dans les sports au Québec. Alors, la première chose, je vais vous parler, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis où je suis aujourd'hui.
Et mon histoire de je veux des pattes de hockey, à date, j'ai 62 ans, complètement assumée. Alors, quand j'étais TQ, dans les années 70, mon rêve, c'était de jouer au hockey. Alors, mes frères ont joué au hockey, mais pas moi. J'étais sur le bord de la bande, puis je regardais mes frères, même si le frère qui me suit, je le clenchais royalement au hockey quand on était sur la patinoire dans le village. Mais alors, très, très tôt dans ma vie, j'ai compris qu'être une fille, c'était un handicap si on voulait faire du sport. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui fait que j'ai haï la couleur rose toute ma vie. Bon, là, je suis encore en thérapie, je vais aboutir, mais alors le rose, pour moi, ça voulait dire, t'es une fille, ça veut dire, tu peux pas faire tous les sports que tu veux faire. Alors, ça explique pourquoi je suis où je suis aujourd'hui. Heureusement, mes parents m'achetaient mes pattes de hockey. Je pouvais jouer dans la rue quand même. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'embarquer avec moi, de vous fermer les yeux. Faites confiance à vos voisins, vos voisines. Fermez les yeux, je vais vous raconter une histoire, puis je veux que vous visualisiez cette histoire-là. Alors, suivez-moi, elle n'est pas très longue. Alors, on se ferme les yeux et c'est parti. Vous quittez le Grand Congrès national de marketing du sport professionnel du Canada. La personne qui a présenté la dernière conférence était vraiment très dynamique et intéressante. Vous devez maintenant rapidement attraper un taxi pour vous rendre à l'aéroport, car vous avez promis à votre enfant que vous seriez à temps à la maison pour aller voir le match de basketball à l'université ce soir. Vous arrivez tôt à l'aéroport et vous avez du temps pour prendre un café. Vous vous installez dans un restaurant et vous remarquez un couple qui semble très amoureux. Visiblement, ce couple se prépare pour un voyage d'agrément. Vous les enviez un peu. Arrive l'heure d'embarquement. Vous prenez place et le vol se déroule sans problème. Vous arrivez donc à la maison à l'heure et vous partez avec votre enfant pour aller voir le match de basket. L'équipe est en feu et remporte le match facilement. Comme vous connaissez quelques personnes du personnel, vous êtes invité avec votre enfant à rencontrer l'équipe après le match. Votre enfant a pu faire signer son ballon par toute l'équipe. De retour à la maison, votre enfant place fièrement le ballon bien en vue dans sa chambre. Vous terminez la soirée avec un bon verre de vin en partageant avec votre douce moitié votre expérience au congrès. On s'ouvre les yeux. Alors, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez vu venir le train un petit peu. Alors, on va démarrer avec qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire. Qui a vu un homme dans la conférence? La personne qui donnait la conférence, c'est un homme. Qui a vu un homme? Qui a vu une femme? Ah! Bon, c'est un peu truqué. Vous prenez un taxi. Qui conduisait le taxi? Une femme? Un homme? Une personne de minorité visible? C'est souvent ça. Vous arrivez dans le café à l'aéroport et vous voyez un couple. Qui a vu un couple hétéro? Qui a vu un couple de personnes âgées? Qui a vu un couple gay, homosexuel? Vous en allez au match de basket. Qui a vu un match de basket féminin? Masculin. Et lorsque vous êtes rentré dans la chambre des joueurs ou joueuses, est-ce que l'entraîneur était un homme? Une femme? OK. Alors, qu'est-ce que ça dit sur moi, cette petite histoire? En fait, ça met en évidence le spot, on va l'utiliser, on est dedans. Alors, ça met vraiment en évidence, en fait, nos biais inconscients. On a toutes des biais inconscients. Et c'est vraiment, ça part, en fait, de notre environnement, comment on a été élevé, qu'est-ce qu'on apprend à interpréter autour de nous. Et une des raisons pour laquelle c'est super important, c'est que si on n'avait pas des biens conscients qui nous servent de filtre à toute cette quantité d'informations-là qu'on reçoit, on virait fou, là. Alors, on a besoin de filtrer et les biais nous servent à filtrer toute cette information-là. Ils sont ancrés, en fait, ils ont pris naissance beaucoup via la socialisation. Puis là, on va voir que la socialisation en sport a eu un impact, en fait, la différence de la socialisation des garçons et des filles a vraiment eu un impact important sur la pratique sportive des uns et des autres. Alors, la socialisation,
Définition universitaire, processus par lequel l'enfant intériorise les divers éléments de la culture environnante. Alors, on apprend très tôt, quand on est petit, qu'est-ce qui est acceptable, qui ne l'est pas. Qu'est-ce que mes parents vont encourager, pour lesquels ils vont me féliciter versus des choses pour lesquelles ils vont plutôt me pénaliser, me punir ou me dire, bon, ça ne se fait pas. Alors, on l'apprend très, très tôt. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour les stéréotypes, ce qu'on remarque, c'est qu'encore aujourd'hui, les études qui sortent encore vont démontrer que les parents, encore aujourd'hui, socialisent, en fait, vont éduquer leurs enfants, leurs filles et leurs garçons différemment. Puis une étude, entre autres, qui est très intéressante, c'est sur le bord des terrains de jeu. Et on regarde les parents, comment ils réagissent en fonction, est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille, est-ce que c'est mon fils ou ma fille. Alors, quand c'est le garçon, vas-y, let's go, t'es capable, monte un petit peu plus haut, tu peux courir plus vite. Alors que la fille, attention, attention, tu vas tomber, attention, là, tu vas te faire mal. Là. Et sur les terrains de jeu, si la petite fille arrive avec sa petite jupe, bien ça aussi, en termes de mouvement, monter dans une échelle, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus favorable. Alors, on se rend compte, encore aujourd'hui, ça change. Il y a dans des familles où des filles n'auront pas ce bagage-là, mais c'est encore des choses qu'on remarque. Et l'impact que ça a sur la pratique sportive, ça vient, on est socialisé, notre environnement immédiat, nos parents, mais très rapidement, les jeux vont entrer aussi dans notre vie comme enfants. Et on voit encore aujourd'hui comment les jeux qu'on va offrir aux garçons et aux filles sont différents. Puis là, j'ai pris une capture d'écran d'un grand magasin, grande surface, avant hier. Tu regardes ça, tu dis, ouais, on évolue. C'est super. Alors, on voit encore que les filles, le petit vélo, ça va être écrit Little Princess. Puis le gars, ça va être son vélo noir Warriors. Puis les filles, c'est encore le froufrou au bout du guidon, pardon. Alors, on a encore, si vous rentrez dans un magasin de jouets, là, on sait où encore l'allée des jouets de filles. C'est rose. Quand je vous disais, j'ai un traumatisme du rose, eh bien, il est encore vivant aujourd'hui, ce traumatisme. Donc, ma première question pour vous, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Dans les cours, on n'a pas le droit, mais ici, on a le droit. Je vais vous inviter à scanner le code QR. Et la question, en fait, c'est, si je vous dis « jouer comme une fille », quelle image vous vient en tête spontanément? J'ai l'impression que tout le monde me prend en photo, mais c'est pas moi, finalement. Encore 5 secondes. OK, alors qu'est-ce qu'on voit? Clairement, le mot Barbie était populaire et là, maintenant, il est à équivalent avec jouer avec une poupée. On voit, bon, il y a quand même une fille qui lance un ballon, mais qui lance mal. Le slogan rose, la fille qui joue doucement. On a quand même une boxeuse. On a un groupe d'amis, rigoler, peur de tomber. Alors, on voit l'expression « jouer comme une fille ». Quand quelqu'un se fait dire « tu lances comme une fille », ça veut-tu dire « wow, quel lancer incroyable ». Non, ça veut dire tout le contraire. Alors, on est encore là-dedans où on va associer le fait d'être une fille en sport comme étant quelque chose, bien, la norme, c'est les gars, puis t'accotes pas les gars. Alors, le fait qu'on est socialisé, en fait, et qu'on est très restreinte dans les opportunités qu'on a, bien, ça a un effet directement sur la performance en sport, sur notre sentiment d'efficacité aussi, comment on va se sentir bon ou bonne. Autant les garçons vont avoir des opportunités
d'explorer leur corps dans l'espace, autant les filles vont plutôt apprendre à collaborer, à être gentilles, à être fines, à faire attention à ton ami qui joue avec toi. Donc, très rapidement, les filles n'apprennent pas à utiliser leur corps dans l'espace. Et ce que ça fait en sport, bien là, on entend, bien, les filles sont passives, les gars sont actifs, les filles n'aiment pas la compétition, les gars sont compétitifs. Il y a toute une liste qui est là. Les filles, c'est bavard, ça n'arrête pas. Les gars, c'est peu bavard, etc. Et quand on a, entre autres, nous, on travaille avec les entraîneurs, la formation d'entraîneurs, et c'est ce qu'on entend. Ah, là, les filles n'arrêtent pas de jaser, je ne sais pas quoi faire avec ça, tu sais. Ah, les gars, je n'ai pas ce problème. Les filles me demandent tout le temps pourquoi on fait les affaires. Fait que moi, je leur réponds gentiment, si tu ne sais pas pourquoi, tu as un problème comme coach, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, alors, tout ce chemin-là, la fille qui arrive dans votre gymnase, qui arrive sur le terrain de soccer, qui arrive de la piscine, elle a ce bagage-là derrière elle, cette socialisation-là. Alors, ce que les filles apprennent, c'est vraiment la coopération, de s'entraider, et elles vont chercher à bâtir des liens parce que c'est ce qu'elles ont appris. Puis d'ailleurs, si vous lancez une activité pour les filles, la meilleure façon de les attirer, c'est de dire « viens avec une amie ». C'est un 2 pour 1. Si elle vient avec une amie, elle a le goût d'y aller. Toute seule, pas certaine. Alors que les garçons, au contraire, apprennent à travailler plus dans une structure hiérarchique où je sais c'est qui le meilleur, puis je veux être le meilleur et je vais apprendre justement à me battre pour me rendre jusque-là. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que les garçons tabernouchent. Le temps file. Les filles, elles doivent d'abord être acceptées dans le groupe avant de performer, de faire l'effort et de performer, alors que les garçons, c'est l'inverse. Il faut d'abord qu'ils travaillent fort et qu'ils performent avant d'être acceptés. Fait que moi, si je te veux dans mon équipe, c'est parce que tu es le plus fort. Puis elle, si je la veux dans mon équipe, c'est parce que c'est une bonne amie. C'est vraiment la différence. Alors, le message important pour moi, c'est de savoir de dire, les filles, c'est pas que les filles sont pas compétitives, c'est qu'on leur a jamais appris à être compétitives et à aimer la compétition. Et ça, c'est un TED Talk que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, où le message, entre autres, ça dit il faut qu'on élève les filles à être braves et non pas parfaites. Ce n'est pas la perfection qu'on veut chez les filles, et surtout pas si on veut faire du sport toute la vie. Et là, je vais aller un petit peu, donc les effets sur la participation, juste quelques chiffres, juste pour vous montrer que lorsqu'on arrive là, de 9 à 12 ans et qu'on arrive à l'adolescence, et les garçons et les filles abandonnent un peu le sport, mais les filles, c'est vraiment plus dramatique. Alors, on a une fille sur 3 qui arrête la pratique sportive, alors que c'est un garçon sur 10 après avoir qui vont cesser de participer. Alors, il y a vraiment des chiffres assez dramatiques. Et ça, c'est nos derniers chiffres ici au Québec, le sport fédéré. Fait que si vous voyez, les chiffres ne bougent pas beaucoup. On a toujours 2 fois plus de garçons qui sont engagés dans une pratique sportive que les filles. Alors, ça m'amène à ma dernière. Et si on changeait les choses? Alors, j'aime beaucoup Élise Gravel. Alors, oui, les filles peuvent être puantes, peuvent être agressives, peuvent être fortes, peuvent être fâchées. Et je m'excuse de l'expression anglaise, mais je l'aimais bien de « Why raise a princess when you can raise a warrior ?» Alors, voilà. Et ça aussi, « It was never a dress ». Merci Guylaine pour cette présentation. C'était super intéressant là, de nous confronter à nos préjugés et nos croyances. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous inviterai, si vous en avez, à vous approcher près du micro, là, juste au milieu. Donc. Moi, j'aurais une question. Comment tu traites la thérapie du rose? En fait, malheureusement, j'ai influencé mes nièces qui voient du rose, elles aussi. Comment je traite la thérapie? Bien, j'achète du rose à mes neveux qui portent du rose maintenant. J'adore. Ben, merci, Guylaine. On peut l'applaudir bien fort. Alpha, est-ce que tu aimes mieux avoir le trépied, toi? Oh, Alexis, oui, merci. Remettre le trépied. Oui, toi aussi, mieux comme ça. Tu veux le garder comme ça? Ah, ben oui. Ben, Guylaine, tu peux rester encore sur scène. Il y en a une question. Allô? Oh, salut. Ça marche. En fait, ma question
je dirais plus, comment vous faites pour sensibiliser le public plus large? Moi, étant dans la communauté LGBTQ+, étant très conscient de ce qui se passe, les enjeux hommes-femmes, quand on essaie d'approcher une personne qui n'est peut-être pas dans ces enjeux-là, comme un immortel, est-ce que vous avez des moyens pour sensibiliser hommes et femmes sur cet enjeu-là? Je sais que c'est quand même très, très large comme question. Là. Ouais, j'ai un cours de 45 heures là-dessus. Ah, ouais. mais non, en fait, je pense qu'une des façons, quand on est dans des sujets sensibles, puis vous allez voir ma présentation, je mettais la table un peu, mais ensuite, on va y aller avec vraiment... parce que le groupe de filles et de femmes, c'est pas un groupe homogène. Hein? On a de la diversité, puis on va parler des deux groupes en particulier qui vont suivre. Mais je pense qu'une des façons, en fait, de désamorcer, c'est de personnaliser le débat. On ne parle pas de quelqu'un de façon abstraite, de le ramener à si c'était ta fille, si c'était ta sœur, à qui on avait dit ça, à qui on avait enlevé ça, à qui on ne permettrait pas. Puis je pense que quand on personnalise, bien, il y a déjà une plus grande ouverture pour l'écoute, pour les gens avec qui on a ces discussions-là qui ne sont pas toujours faciles, parce que des fois, on va dire, bon, puis je fais toujours les blagues avec mon équipe, parce que je suis lesbienne, puis c'est même plus une nouvelle, là, mais aujourd'hui, ça dérange vraiment plus les gens que je sois féministe, que je sois lesbienne. Que je sois lesbienne, là, tout le monde s'en sac, là. Mais que je sois féministe, ça, c'est encore, ça graffigne. Et c'est justement on est dans une société où on a l'impression que les droits des femmes, ça va. C'est sûr qu'on est privilégié je me trouve très contente d'être née au monde au Québec, mais il y a encore beaucoup de travail. Puis quand les gens sont très fermés, moi, c'est une de mes stratégies, c'est de personnaliser. L'autre chose, c'est d'avoir des faits, d'avoir des stats. Puis d'ailleurs, là, je fais de l'autopromotion, mais sérieusement, sur le lab, le site du lab, on a plein de rapports de recherche. Puis des fois, quand on a les chiffres, de dire, tu savais-tu qu'aux Olympiques, là, à Paris, on va prendre les derniers parce que Milan n'a pas commencé, savais-tu qu'il y avait même pas 10 % d'entraîneurs féminins? Hein? Comment ça? Là, on parle de parité. On va arriver aux Jeux d'hiver et c'est pas paritaire encore. Fait que quand on a des chiffres, bien, ça aussi, c'est pas subjectif, ça. C'est regarde qu'est-ce que la science nous dit, en fait. C'est à ça que ça sert. Merci. Oh, on aurait une deuxième question. C'était juste long de se rendre au micro. Bonsoir, merci pour la présentation. Vous dites qu'il faut personnaliser. Je vais de quelque chose de très personnel. Moi, je suis un peu le pendant, l'inverse de vous. J'étais un petit gars qui n'aimait pas le hockey. Pauvre toi. Ouais, c'est pas chanceux. dans un milieu rural où fallait jouer au hockey. Et maintenant, je suis papa de 2 enfants et j'ai le garçon et la fille. J'ai les deux. Et je baigne dans des milieux féministes. Je prétends être un allié. Peut-être qu'on pourrait me challenger. J'espère l'être bien et tout. Mais vous avez dit tout à l'heure, on élève les garçons différemment des filles. Et moi, de ma perspective à moi, j'espère que c'est pas le cas. Et je crois tout faire pour que ce soit pas le cas. Mais probablement que quelqu'un me regarderait de l'extérieur puis ferait, non, regarde là, puis à telle place. J'ai sûrement intériorisé plein d'affaires pendant ma vie, moi aussi. Donc, c'est quoi c'est un peu Kalino ce que je vais poser comme question, mais c'est quoi le meilleur conseil à proposer à des parents pour essayer d'égaliser, pour essayer de donner toutes les chances, en fait, aux deux sexes, et surtout aux filles, parce que les gars sont... Bien, je pense qu'un des défis, c'est que, oui, évidemment, les parents, on a l'impact premier auprès des enfants, mais c'est pas long. S'ils vont en garderie, s'ils vont à l'école, là, tout à coup, il y a tout un autre réseau de socialisation qui embarque, puis des fois, qui vient challenger. Contaminés par les autres Contaminés. parents. Oui, absolument. Par leurs amis. C'est ça. Fait que j'ai pas eu le bonheur d'avoir d'enfants dans ma vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est effectivement, on a plusieurs parents quand ils nous disent « Moi, j'élève mon gars, ma fille de la même façon », mais quand on les observe, c'est pas le cas. Puis je pense que c'est peut-être en fait, en questionnant les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, de regarder juste qu'est-ce qu'on valorise. Est-ce qu'on valorise certaines qualités chez la fille puis d'autres chez le garçon? Est-ce qu'on va encourager certaines activités? Puis est-ce qu'effectivement, on a tendance à être un petit peu plus protecteur avec la fille qu'avec le gars? Est-ce qu'on va y permettre de grimper, de sauter puis de chamailler? Alors que souvent,
on a tout le temps comme en arrière-pensée que la fille est un petit peu plus fragile, mais c'est vraiment de se regarder, peut-être demander au conjoint ou à la conjointe également de regarder puis de questionner les enfants. Puis la question, pour la reposer, Anne-Marie, tantôt, elle a un gars puis une fille, puis elle fait de la recherche avec moi là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette, mais déjà d'être à l'écoute des besoins, des goûts. Mais je comprends que, comme parents, il faut qu'on se batte contre la panoplie de jouets pour les filles et les gars. Puis il y a peut-être aussi, en fait, dans des choses que vous pouvez faire, c'est de questionner si vos enfants font du sport à l'école. Regardez c'est quoi l'offre qui est à l'école et questionner. Qu'est-ce qu'on offre aux garçons, aux filles? Ont-ils les mêmes opportunités? Il y a beaucoup plus de choses pour les garçons où il y a vraiment des sports différents, puis c'est vraiment très sport féminin, sport de gars, sport de filles. Fait que vous pouvez challenger aussi puis les poser les questions pour dire, mais pourquoi les filles ne peuvent pas faire telle activité sportive alors que les gars peuvent la faire? Fait que vous pouvez aussi questionner ça. Ben, merci beaucoup. C'était des super questions puis, qui a découlé à des très bons conseils. C'est à notre prochaine thématique, puis celle-là, j'ai pas envie de la dévoiler. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc, on accueille Aïfat Lili, professionnelle de recherche au Lab Profam. Donc, dans son travail, elle analyse les représentations et parcours de femmes racisées issues de milieux populaires ou de l'immigration. Elle se demande notamment comment les sportives musulmanes trouvent-elles leur place sur le terrain. Alors, je vous laisse l'écouter. Merci de l'applaudir. Merci Pauline, merci Bistro Brain pour cette possibilité de vous présenter un début de recherche ici à Québec. Alors déjà, je suis un peu chanceuse déjà d'être avec les collègues, d'être ici à Québec. Ça fait quelques mois, pour ne pas dire un an tout juste, que je suis présente, mais ça tombe pile poil sur l'année de la célébration de la conscientisation de l'islamophobie. Là, on est sur une semaine très particulière ici à Québec, où on essaye de sensibiliser à la communauté musulmane, aux musulmans et à l'islamophobie. Donc ça amène à des discussions, à des échanges qui sont intéressantes à un jour de l'attentat qui s'est fait à la mosquée de Québec. C'est un peu un coup de chance de pouvoir présenter dans cette semaine. Je prends la chance aussi parce que c'est la possibilité de présenter mes travaux autour du hijab et du sport. Alors n'ayez pas peur, tout va bien se passer. On s'éloigne vraiment des discours dominants qui sont véhiculés par les médias pour essayer d'aller creuser et donner l'essentiel de ce sujet et pas reproduire des préjugés. Quand j'ai présenté ce travail de recherche au tout début à mes collègues, directs ou indirects, on m'a dit « Waouh, travailler sur les femmes musulmanes qui portent un hijab et qui veulent faire du sport, waouh, ça va être très très compliqué, il y a peut-être d'autres choses à faire ». Et en fait, non. Je crois que là, quand on se retrouve concerné, quand on travaille avec des femmes, qu'on leur parle et qu'on veut trouver des solutions avec elles, la difficulté ne devrait pas nous freiner, justement, devrait nous ouvrir des portes pour trouver des solutions. Alors, je commence tout simplement par un premier sondage pour pouvoir nous échauffer et pour tâter aussi le terrain. Un premier sondage pour savoir, pour vous, est-ce que vous connaissez d'abord des musulmanes visibles, oui ou non? Ça peut paraître une première question bateau. Jusqu'à maintenant, on est à 100% oui, 100% oui, 100% oui. Parfait. Connaissez-vous des musulmanes visibles? Vous en connaissez. Non, un petit peu. On est toujours sur un pourcentage beaucoup plus élevé de musulmanes visibles. On est à Québec. Peut-être que c'est pas évident. Là, je regarde dans la salle s'il y a des musulmanes visibles. Je n'en vois pas. Je pose la deuxième question, si ça vous va. Normalement. Ok, très bien. Connaissez-vous maintenant des musulmanes sportives visibles? Toujours 100%. Oui, très bien. 77. OK, on arrive toujours, 8, on est à un petit pourcentage de 27%. Je ne vois pas très bien. OK, donc la majorité, ça reste non. Ce qui est tout à fait cohérent à Québec, en tout cas dans la ville. Moi, j'en vois très, très, très peu. Ça dépend des quartiers. Donc, on peut ne pas rencontrer des musulmanes visibles sportives. Maintenant, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit
quand vous pensez au hijab de sport? Allez-y, premier mot qui vous vient à l'esprit. Nike. Discrimination. Ok, dry fit. Accommodement. Restriction. Controverse. Ok, encore un petit peu. Ah, encombrant, pas mal. Encombrant, quelqu'un l'a déjà testé? Ajusté aussi, on sent qu'il y a de l'expérience. Ok, chaud, c'est pas mal, effectivement. Donc, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est plutôt ce que vous pouvez voir et ressentir de la sportive qui pratique. Peut-être chaud, encombrant, discrimination. Nike, effectivement, qui a été le premier à le commercialiser. Merci beaucoup pour cette première participation. Alors, bien sûr, les tenues islamiques ou traditionnelles, je n'ai pas de problème à utiliser le terme d'islamique, dans le sens où c'est en lien avec l'islam. Mais à Québec, on va plutôt avoir des femmes qui portent le hijab, peut-être quelques-unes le niqab, mais la majorité, toutes les autres, c'est plutôt dans d'autres régions du monde. Il peut y avoir des femmes qui portent une abaya, une robe couverte, mais qui couvre le corps, mais le cheveu, le visage n'est pas du tout touché. Le hijab, la femme, elle a son visage qui est libéré. Pour le niqab, il y a uniquement les yeux. On voit bien que cette question du hijab de sport ou du couvre-chef, qui est beaucoup plus neutre, un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus acceptable aussi dans un environnement où on n'est pas habitué, le hijab de sport est vraiment apparu à partir de 2017, quand Nike a commencé à commercialiser leur hijab, le hijab pro. D'ailleurs, tout de suite, ça donne une sensation qu'elles sont très, très professionnelles. Donc, ça marche très, très bien. Et d'ailleurs, tout de suite, quand elles portent leur hijab, pour celles qui l'ont expérimenté, elles ont l'impression de faire partie de la communauté. Elles perdent toutes les doutes d'être mal vues ou autre chose. Elles ont vraiment l'impression de faire partie de la même communauté de sportifs. Donc, c'est un très, très bon point pour leur donner l'impression qu'elles font partie de la famille. Pour ce qui est du hijab pro de Nike ou du couvre-chef sportif, ça touche toutes les femmes maintenant. Et pour avoir vu un certain nombre de femmes qui pratiquaient avec une tenue qui n'était pas un couvre-chef sportif ou une cagoule sportif, c'était très compliqué. Elles étaient obligées de mettre des pinces, elles étaient obligées de mettre des aiguilles, peut-être ça devenait dangereux et elles n'étaient pas à l'aise, ça bougeait dans tous les sens. Effectivement, elles pouvaient aussi avoir peur de se faire mal et de faire mal aux autres. Donc, le fait de pouvoir être à l'aise dans une tenue où ça ne bouge pas, où elles peuvent peut-être avoir un peu moins chaud qu'avec une tenue non respirante, ça leur permet d'être les meilleures versions d'elles-mêmes. Donc, elles peuvent enfin espérer faire de très très bonnes performances. Alors, vous ne voyez pas, mais ce sont deux femmes qui se rencontrent, qui discutent, notamment une qui porte le hijab et l'autre qui ne le porte pas. Et celle qui ne porte pas le hijab, elle demande... Tu sais que dans d'autres pays, les femmes sont obligées de se voiler, tu pourrais être solidaire. Et l'autre femme qui porte le hijab lui dit tu sais que dans d'autres pays, les femmes n'ont pas le droit d'avorter, tu pourrais être solidaire. Ça représente vraiment le type de discussion qu'on peut avoir entre une femme qui porte le hijab, qui ne porte pas, qui est peut-être dans l'incompréhension, et qui ramène sans cesse la femme à devoir se justifier, peut-être dans cette volonté de sauver les femmes du monde, mais sans être capable d'écouter ce que la femme qui porte le hijab en face d'elle désire, choisit pour elle. Et de forcer une femme à porter un hijab ou d'enlever le hijab n'est pas plus libérateur. Et je finirai juste sur un petit point qui nous permet de comprendre ce que c'est que l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes dans le sport ou dans la vie de tous les jours, c'est de donner à la femme la capacité d'agir, la capacité d'être la meilleure version d'elle-même. Et je pense que c'est là-dessus qu'on s'inspire justement pour donner la possibilité aux femmes d'être actives dans le sport. La première qui s'est couverte, c'est Cathy Friedman. Je ne sais pas si vous
vous l'avez en tête, c'était en 2000 pendant les Jeux Olympiques de Sydney. Elle est arrivée complètement couverte, de la tête aux pieds. C'est la première fois qu'on voyait une tête couverte. Elle n'est pas musulmane et elle a explosé le record. Elle a gagné la médaille d'or. Il n'y a aucun reproche. On ne lui a pas fait de critique par rapport à sa tenue, à part peut-être qu'elle était peut-être un peu trop collée et un peu trop osée. Mais elle n'a pas remis en question sa tenue ni sa participation au sport. Pour les musulmanes visibles, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je suis surprise que première sportive qui est nommée, la première sportive qui est nommée en référence, c'est souvent Ibtihaj Mohamed. Ça arrive en 2016, donc escrimeuse qui a gagné une médaille d'argent en escrime, en équipe. 2016, mais avant, il y en avait d'autres, notamment une sportive du Bahreïn, Rokhaya El Gassara, aux Jeux Olympiques de Pékin et aux Jeux Olympiques d'Athènes, 2004-2008. Et il y en a eu d'autres aussi, Doal Mogabashi, une volleyeuse, une sportive de beach volley, et Nouala Benzima. Ces trois sportives ont été les premières à être dans des sports complètement différents et à être acceptées dans ces pratiques. Nouala Benzima, 2023, elle joue sur le terrain, mais 9 ans avant, la FIFA a autorisé le port du couvre-chef, qu'il a fallu 9 ans pour qu'elle ait vraiment la possibilité, une femme qui porte le hijab, ait accès au terrain. Pareil pour Doha, vous voyez bien qu'elle est face à une femme qui porte très peu de vêtements, de textiles, et ça peut être un petit peu choqué, mais ça a vraiment permis à des femmes musulmanes de se dire moi aussi je peux, pourquoi pas, faire du beach volley, et ça a même donné peut-être des idées à d'autres femmes dans d'autres sports de se dire mais c'est quand même bizarre, pourquoi forcer des femmes à être si dénudées alors qu'on pourrait être peut-être plus à l'aise pour jouer au beach volley. Je vous retrace pas l'histoire, mais quelques années après, en 21, en 22, des équipes de gymnastique, mais aussi, si je ne me trompe pas, gymnastique. Est-ce que vous savez d'autres équipes non musulmanes qui ont voulu changer le règlement par rapport à la tenue gymnastique? Le beach, effectivement, le beach handball, je ne sais pas comment ça se dit, beach handball. Et effectivement, ces équipes-là ont dit que c'était plus possible, qu'ils voulaient absolument jouer avec la tenue qui leur correspondait et ne pas être avec des microkinis, par exemple, pour le beach handball. Donc ça donne quand même un certain nombre d'idées pour changer les règlements. Il y a 2 femmes qu'on doit retenir, 2 femmes qui ont changé les règles. Bon, pour la patineuse artistique, Zahra Lahri, elle a toujours pu faire du patinage artistique, mais à chaque fois, elle était pénalisée parce que sa tenue ne correspondait pas au code vestimentaire, à la culture du patinage artistique. Elle a tout simplement déposé un recours et on lui a autorisé de participer avec ses tenues et ça a changé le règlement. Pour Bilkis Abdulkadir, c'est beaucoup plus compliqué. Ça a mis 3 ans. Elle a dû arrêter sa carrière. Elle a déposé des recours à la FIBA. Ça a été vraiment très très compliqué pour elle. D'ailleurs, elle a fait un très très beau documentaire qui a été mis qui a été publié en 2018. Et ce documentaire retrace toute sa vie depuis le début de son recours, qui est vraiment très compliqué pour elle, mais qui permet de comprendre les enjeux et les difficultés que les femmes musulmanes peuvent traverser. On a du côté des institutionnels des femmes qui doivent prendre sur leur carrière pour pouvoir changer les règles, mais on a aussi d'autres femmes qui agissent sur les réseaux sociaux et qui essayent de changer les choses. On a ici Manal Rostom qui, en 2022,
a gravi l'Everest, a commencé à faire des marathons, les plus grands marathons du monde. Et puis, elle n'hésite pas à dépasser ses limites en pratiquant, par exemple, le surf. Là, on la voit avec une tenue traditionnelle. Elle travaille, c'est une ambassadrice Nike. Elle a aussi lancé une association qui s'appelle Surviving Hijab. Et elle inspire énormément de femmes, pas seulement des femmes musulmanes dans le monde, mais aussi d'autres femmes qui se disent pourquoi moi, pourquoi pas moi? J'ai aussi le droit de faire du sport. Si elle est capable de faire du sport, je suis aussi capable de faire du sport. Au niveau du respect des droits fondamentaux et des sportives musulmanes, on a une situation en France qui est assez compliquée. Vous le savez, il y a des propositions de loi, des lois qui sont votées, qui se succèdent depuis 2004, qui veulent exclure les femmes, que ce soit de l'école, mais aussi du sport. Et progressivement, ça veut s'institutionnaliser. Et malheureusement, les femmes musulmanes ne sont toujours pas rencontrées. On ne parle pas avec elles, on ne récolte pas leur point de vue, on n'échange pas sur la question. Donc cette exception française autour d'une pseudo-laïcité, sachant que la laïcité devrait permettre à toutes les femmes, quelle que soit leur pratique religieuse, de pouvoir faire partie de la société à partir du moment où ce ne sont pas des agents de la République. Il y a eu des cas au niveau des Jeux Olympiques, notamment Soukamba Sylla ou bien même Diaba Konaté, qui nous prouvent qu'il y a des paradoxes entre la fédération nationale, la fédération internationale. Au niveau local, par exemple, la fédération d'athlétisme autorise à Soukamba de faire de l'athlétisme avec son hijab au niveau des compétitions européennes et internationales. Mais pour les Jeux Olympiques, le ministère des Sports a imposé à Soukamba la nécessité soit d'enlever son hijab, soit alors, et là ça a été négocié durement, de porter une casquette. Tout ça, bien sûr, ça rend les choses très compliquées pour elle. On voit qu'il y a une police du vêtement, on voit qu'il y a des violences sexistes et racistes. Cette norme à géométrie variable pose énormément de questions. Est-ce qu'on doit accepter cette police du vêtement ? Et heureusement qu'il y a des associations qui poussent à faire respecter les droits d'émancipation de toutes les femmes, notamment Amnesty International qui a beaucoup aidé Diaba Konaté, par exemple, ou même Soukamba Sylla. Il y a pas mal de possibilités de mettre en avant cette histoire au niveau des dessins. Il y en a deux ici qui parlent justement du paradoxe de cette exclusion. En fait, on exclut les femmes et en les excluant, on les pousse à rester entre elles. Et donc, on veut lutter contre le séparatisme, mais en même temps, on accepte que ces femmes restent entre elles et jouent entre elles. Donc finalement, on crée un vrai problème de séparation dans la société. Et puis, on voit un homme courir après une femme qui porte le hijab. Et finalement, il met en avant le fait qu'il veut la voir, elle, dénudée. Donc c'est un peu quelque chose un peu pervers que met en avant Emma, la dessinatrice. Pourquoi ça me pose des questions? C'est qu'on sait que l'islamophobie genrée ici au Québec, elle amène à un certain nombre de conséquences graves, que ce soit pour l'implication professionnelle dans la vie et dans la santé des femmes musulmanes visibles. C'est une réalité, elle est documentée maintenant et elle va être sûrement encore plus documentée dans les prochaines années. Maintenant, au niveau du sport, puisqu'il y a cette réalité-là qui divise, qui rend les choses compliquées pour les femmes musulmanes, qu'est-ce que ça va donner dans le sport? Est-ce que le sport ne serait pas plutôt un laboratoire qui permettrait de changer les choses, ou alors au contraire, le sport est victime de ces discriminations? C'est tout l'intérêt d'un travail sociologique, de questionner tous les facteurs qui peuvent influencer et qui peuvent permettre aussi de trouver des solutions. On a, et ça sera les dernières diapos, on a des expériences exceptionnelles dans la partie anglophone à Toronto, des associations qui fonctionnent très très bien comme Hijabi Bellers à Toronto, mais à Québec on n'en a pas, et du coup on se dit mais pourquoi on n'en a pas alors que ça pourrait permettre de transformer les problèmes en opportunités et en donnant la parole aux femmes pour qu'elles puissent trouver des solutions et être actrices de leur changement. Il y en a une qui s'appelle Nissa Club, mais c'est la seule qui est véritablement engagée et qui est très structurée pour faire amener la participation des femmes musulmanes à Montréal. Du coup, si je devais vous faire partir avec 3 questions, quand vous verrez une femme musulmane, au lieu de se focaliser sur son voile, demandez-lui quel sport elle fait, quel sport elle aimerait faire ou qu'on lui interdit de faire. Peut-être que ça serait une meilleure manière de questionner et de rentrer en contact avec elle. L'égalité dans le sport ne se mesure
malheureusement pas à ce qu'une femme porte, mais à la possibilité réelle de pratiquer comme les autres. Et un dernier point, comment faire du sport un véritable espace d'égalité pour toutes les femmes, sans invisibiliser les femmes musulmanes. C'est le but de cette recherche, de cette discussion. Et bien sûr, vous ne pourrez pas y répondre maintenant, mais vous pouvez, si ça vous inspire, me contacter et faire en sorte de partager vos expériences, vos retours d'expérience avec plaisir. Merci beaucoup. Il fallait prendre ses baskets pour cet échange. J'espère que vous n'avez pas trop couru. C'est bon? C'est correct? OK. Merci Haïfa en tout cas de nous avoir montré une variété de modèles féminins là, dans le sport. Là. Fait que, je ne sais pas si ça a amené, suscité des réflexions et des questions dans l'auditoire. Oui. Tu peux poser deux questions. Oui, je peux me relancer, ça ne dérange pas. C'est quand même un sujet tabou, là, fait que je vais me lancer, mais je suis désolé, jugez-moi pas trop, OK? Je pense qu'une affaire qui pourrait être intéressante pour la sensibilisation avec les femmes qui portent le hijab, ça serait de expliquer en fait c'est quoi le hijab en fait dans la culture. Moi personnellement, j'ai eu déjà la définition. C'est dans le passé. Je m'en souviens plus trop déjà. C'est rough à dire, mais je m'en souviens déjà plus trop. Mais je pense qu'une raison pour laquelle je pense que les gens ont de la difficulté peut-être des fois avec le hijab, c'est qu'ils pensent sûrement que il peut y avoir une pression sociale de le mettre chez la femme. Puis je me demande en fait c'est quoi le symbolisme derrière ça de mettre un hijab. Et voilà. Oui, la raison en fait. Pourquoi elle porte un hijab ou qu'est-ce que le hijab? Oui, puis je suis tout dans la naïveté, by the way. Là. Je me lance comme ça. Non, c'est très bien. OK. Je pense que c'est effectivement une question que tout le monde peut se poser, surtout si on est extérieur à la communauté. Le hijab, c'est une manière de protéger sa pudeur, c'est le fait de se couvrir. Alors bien sûr, là, on voit un hijab au niveau de la tête, mais c'est une symbolique qui est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, il y a autant de femmes que de manières de porter le hijab. Je ne sais pas si vous avez vu plusieurs manières, mais il y a des manières un peu plus traditionnelles, d'autres plus modernes, boubou, les oreilles sont peut-être montrées, le cou est peut-être montré. Donc c'est vraiment en fonction de la personnalité, du besoin. Mais c'est vrai que cette question, elle est fondamentale quand on est extérieur à la communauté. On se dit, mais pourquoi c'est si important pour elle et pourquoi il y a tant de diversité? Et en fait, on se rend vite compte que ces femmes ont besoin de cet espace, de ce linge qui la couvre, pour pouvoir se sentir dans le bien, se sentir dans le juste, et pour pouvoir surtout être protégée et connectée au divin. Alors, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, parce qu'on peut avoir du jugement en face. Il y a des gens qui vont peut-être mal le prendre ou pas le comprendre. Donc il y a beaucoup de femmes qui, quand on leur pose la question, elles sont un peu mal à l'aise parce qu'elles ne savent pas comment ça va être reçu. Par contre, elles savent qu'elles ont le droit de pratiquer leur religion, quelle que soit la religion. Je ne sais pas ici au Québec, mais par exemple en France, la seule chose qui est interdite, c'est de couvrir le visage et de sortir avec un visage complètement couvert, peut-être à cause des attentats. Maintenant, il faut qu'on puisse contrôler qui on a en face de nous. Donc, à part cette contrainte, tu peux t'habiller comme tu veux. Et à vrai dire, si c'est important pour toi, et si c'est relié à la religion, quelle est la sourate, quelle est la ligne? Je n'ai pas à rentrer là-dedans. C'est important pour toi, c'est lié à ta religion, à tes convictions, et c'est un droit fondamental. Je me dois aussi de l'accueillir. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si c'est plus clair, mais en tout cas, merci pour la question. Merci. Moi, j'en aurais peut-être une. Est-ce que, là, tu as peut-être questionné surtout des femmes adultes. Est-ce que tu t'es intéressée plus chez les jeunes ou les enfants? Je ne sais pas si ces personnes portent des vêtements de ce type-là, mais est-ce que on retrouve un peu la même réalité, le même jugement, on va dire, quand c'est des milieux plus de jeunes? Ouais, de mineurs ou de majeurs. Alors, dans le contexte français, on est en train de lancer ce même débat, et finalement, avant 15 ans,
la question, on a la liberté sexuelle à 15 ans, mais pour les femmes et les enfants musulmanes, on interdit en fait. Les enfants n'ont pas le droit. C'est ce qu'ils essayent de mettre en place au niveau des parlementaires, d'essayer d'interdire le port du hijab pour les enfants. Donc c'est un contexte qui est très différent, le Québec et la France. Ici, il est évident qu'il y a plus d'enfants, parce qu'il y a aussi des écoles coraniques, et donc les enfants peuvent être amenés à porter le hijab. C'est une des questions qui mériterait d'être analysée, de voir comment les enfants vivent non pas juste le fait de se couvrir, mais la pratique physique, l'impact que ça va avoir sur leur pratique physique et donc leur socialité, leur socialisation et leur inclusion. Donc c'est un peu l'intérêt de cette comparaison, de s'intéresser à un public qu'on n'a pas spécialement en France et qui nous permettrait de voir le spectre beaucoup plus large et peut-être questionner d'autres types de violences. Bien sûr que dans toute famille, il peut y avoir des familles, des parents, des pères, des mères qui forcent les enfants à faire quelque chose. Je ne serais pas surprise de voir que même dans les familles musulmanes, on les oblige. Et donc ça permettrait aussi de libérer la parole des enfants pour trouver des solutions qui soient plus justes pour tout le monde. Ben, merci beaucoup, Haïfa. Merci. J'avais une autre question, je ne sais pas si je peux la poser. On a-tu le temps pour une... Oui, vas-y. OK, bon, parfait. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment clair, vraiment bien vulgarisé. Mais c'est ça, je me questionnais par rapport, en fait, aux hommes aussi aux Olympiques, là, pour faire un peu le parallèle avec les femmes qu'on parlait tantôt. Est-ce que les hindous qui vont porter excusez-moi, là, je suis pas certaine, le Dastar ou le Dakar, je suis pas certaine. Oui. Est-ce qu'il y a aussi les mêmes règlements qui vont s'appliquer chez les hommes? Puis est-ce qu'on va voir, comme mettons, les mêmes difficultés que les femmes ont ou pas vraiment? En théorie, alors je ne me suis pas intéressée aux autres religions, mais ça peut être intéressant de voir comment le contrôle du corps, notamment par rapport aux vêtements, va avoir une possibilité peut-être plus souple chez les hommes et moins souple, un peu plus rigide pour les femmes. C'est une très très bonne question. La question de la population masculine, peut-être que dans cette communauté, moi en tout cas j'en ai pas vu beaucoup au niveau des Jeux Olympiques. Je suis même surprise d'essayer de revoir un petit peu dans les images, dans l'imaginaire aussi, s'il y a des hommes de la communauté sikh qui pratiquent. Mais c'est une très très bonne question. Et cette comparaison homme-femme nous permet de voir peut-être que chez les hommes, on s'autorise peut-être un peu plus de choses que chez les femmes, que la contrainte est peut-être plus forte chez les femmes que chez les hommes. Ça mériterait d'être creusé. Merci beaucoup. Merci. Oui. Est-ce que tu peux juste aller le poser au micro? C'est pour l'enregistrement, là, que les personnes qui vont voir en diffusion puissent entendre ta question. Merci. Allô. Je ne sais pas si c'est trop intrusif, mais j'aurais comme envie de te poser la dernière question que tu avais, dans le sens, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à faire de la recherche, justement, dans le sport, dans ce contexte-là? On voit sur la dernière photo que tu avais qu'un ballon de basket. Je ne sais pas si tu étais ou encore une athlète, qui un petit peu savoir ton background, qu'est-ce qui t'amène là-dedans? Merci beaucoup de cette question très intrusive. Non, mais c'est intéressant parce que c'est à travers l'expérience des femmes musulmanes que je me suis définitivement définie comme féministe. Donc et ça nous ramène obligatoirement à ce que nous, on a pu vivre plus jeunes, à ces décalages, à ces injustices, pas spécialement en tant que femme musulmane, mais en tant que femme, et à essayer d'équilibrer ces injustices. Donc moi, effectivement, je suis une sportive, j'étais une ancienne sportive, à un niveau très correct. Et oui, j'ai vu très très tôt, au sein de la communauté, des filles qui pouvaient faire, on leur autorisait à faire certains sports, des sports où elles ne sont pas dénudées, même si la fille voulait faire ces sports, ou peut-être la danse ou de la gymnastique. Et de voir qu'on peut priver aussi de s'épanouir dans un sport, et de voir cette frustration auprès des enfants. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas, honnêtement. Donc, et quand on sait que l'épanouissement, le bien-être, c'est quelque chose qui se travaille très très jeune. Donc, si on le perturbe étant jeune, ça risque aussi de déstabiliser le développement de la fille, de la femme.
et donc amplifier les discriminations entre les filles et les hommes. Voilà, juste sensible à la violence faite aux filles et comment permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent et de s'épanouir dans leur sport, ça c'est important. Mais pour mon histoire personnelle, on prendra le temps d'en discuter. Merci beaucoup, Haïfa. Ça y est, l'habitant est terminé. On va pouvoir se replacer pour écouter notre troisième présentation. Donc, on termine notre soirée haute en couleurs. On va pouvoir sortir nos drapeaux arc-en-ciel parce qu'on va aujourd'hui aborder les sportives LGBTQ+ en action. Donc, elle est offerte par Anne-Marie Rouillet. Tu peux me rejoindre sur scène, professionnelle de recherche au Lab Profam. Donc, dans sa vie, Anne-Marie se demande comment s'y prendre pour voir fleurir plus d'inclusion et d'équité dans les milieux sportifs. Donc, merci d'applaudir notre dernière conférencière avec beaucoup de bruit. Merci, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis particulièrement ravie d'être ici. On va attendre un instant. Merveilleux. Tout va bien? Pointeur? Merveilleux. Alors, on y va. Je me retrouve dans le bar où je venais danser tous les mercredis soirs au Tam Tam Jam à mon époque. Donc, ça me fait sourire d'être ici pour faire de la vulgarisation scientifique aujourd'hui. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Non. Yes, on l'a. OK. Bon, alors, moi, dans la vie, j'étais une petite intellectuelle qui lisait énormément de romans. Anne la Maison Pignon Vert, c'était grande passion chez moi quand j'étais jeune. Je n'étais pas une fille active, je n'aimais pas les cours d'éducation physique. J'avais peur du ballon de basket. C'était vraiment pas mon truc. La pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'était un cours d'éduc avec une activité de... Oh, mon Dieu! Ça ressemblait à du baseball, mais avec un ballon. Guylaine, comment ça s'appelle? Kickball. Un cauchemar. Un vrai cauchemar. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de sport dans mon jeune temps et il a fallu que Mme Demers m'embauche pour que je réintègre le sport à ma vie et que je vois à quel point ça pouvait être positif pour moi. Et donc, intégrer le lab, vous le voyez à l'écran, ça a été vraiment un moment où j'ai réintégré le sport et le plein air dans mon quotidien. Et maintenant, je suis vraiment une adepte du plein air. Et, comment dire, j'ai aussi trouvé une gang de femmes où je me suis sentie bien pour oser, pour me dépasser et pour être poche aussi à certains moments et apprendre. Donc ça, c'est pas rien de se sentir suffisamment en confiance pour le faire. Et plus j'ai fréquenté des milieux sportifs dans les dernières années, notamment les milieux de l'escalade, qui sont des milieux plutôt ouverts d'esprit, je me suis mis à observer autour de moi et à me questionner, est-ce que ces milieux-là, ils sont toujours accueillants pour tout le monde? Donc, moi, j'ai grandi avec un papa queer, alors ma lunette d'allié, elle est assez développée. Et je me suis posé la question, est-ce que les gens que j'aime autour de moi, qui sont des personnes queer, qui sont des personnes LGBTQ+, se sentent bien dans les milieux sportifs à tout moment? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des endroits où il y a des défis particuliers qui se posent. Et j'ai eu la chance de développer ces questions-là à travers des projets de recherche concrets où j'ai pu entendre des dizaines d'histoires de personnes qui ont traversé des parcours de vie où le sport a fait partie de leur quotidien tout en étant une personne LGBTQ+. Je poursuis. Slido. Alors, avant d'aller plus loin dans mes petites questions, ce sera à vous de répondre. Alors, je voudrais savoir, de votre côté dans la salle, est-ce que vous avez déjà vu des comportements ou entendu des commentaires homophobes ou transphobes en contexte sportif? Donc, ça pourrait être dans un vestiaire, ça pourrait être au gymnase, ça pourrait être sur la patinoire. Donc, ça dépend de ce que vous faites comme sport. On a un très fort pourcentage de souvent. On est rendu... c'est une grande majorité. Je vous laisse continuer à répondre un petit peu. Alors, je pense que même si d'autres personnes répondent, on reste avec un très fort souvent. Donc, des mauvais calls sur la patinoire, par exemple, vous en avez entendu. Alors, ça, c'est bien malheureux, mais je ne suis pas du tout surprise de ce que j'observe à mon écran ici. Je poursuis. Je veux juste être certaine que tout le monde en ait une base commune pour la suite de ma présentation. Je voulais vous donner une petite base de vocabulaire. Alors, parfois, on va mélanger les questions de diversité sexuelle et de pluralité des genres. Pourtant, c'est des parcours de vie qui peuvent être différents.
Donc, quand je vous parle de diversité sexuelle, on parle ici d'attirance, d'orientation, de préférence sexuelle et romantique. Donc, être une personne homosexuelle, bisexuelle, asexuelle, par exemple. Et lorsqu'on parle plutôt de pluralité des genres, où les gens vont souvent utiliser le terme diversité des genres aussi, on est du côté de l'identité et de l'expression du genre qui peut ou pas correspondre au sexe qui est assigné à la naissance. Donc, félicitations, vous avez une petite fille, un petit garçon. Peut-être que plus tard dans notre vie, on décide que ce n'est pas ce qui correspond à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et on est à ce moment-là une personne qui pourrait être trans ou une personne non-binaire. Donc, justement, surprise, encore un peu de vocabulaire, la prof en moi ne peut pas s'en empêcher. Alors, lorsqu'on parle de personnes transgenres, on est dans la même zone, c'est un grand terme parapluie qui va englober les gens dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui est assigné à la naissance. Donc, des femmes trans, des hommes trans, des personnes non-binaires, etc. Donc, c'est vraiment un grand terme parapluie qui englobe plusieurs possibilités. Du côté des personnes cisgenres, donc personnes cis, sachez que ce n'est pas une insulte comme un de mes étudiants me l'a demandé. C'est un terme simplement qui réfère à l'inverse d'être une personne trans, donc être une personne qui s'identifie au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, si on a dit à votre maman qu'elle avait une belle petite fille à la naissance, vous vous identifiez comme femme plus tard, alors vous êtes une personne cisgenre. Voilà. Alors, petit point de vocabulaire. Et maintenant, j'ai nommé au début de la présentation le terme queer. Donc là, il y a des gens qui ont cette compréhension, mais des fois, c'est un peu un terme flou. Queer, c'est un mot qui provient de l'anglais, qui veut dire bizarre, étrange. Et autrefois, il y a fort longtemps, c'était une insulte qu'on utilisait à l'encontre des hommes homosexuels. Et finalement, il y a eu une reprise de pouvoir, une espèce d'empowerment de ces personnes vers la fin des années 80. Et on va utiliser le terme queer pour s'auto-déterminer. Donc, on va le renverser et ça va devenir un terme qui a une connotation plutôt positive. Donc, ça devient un symbole de contestation face aux standards sociaux. Donc, quand on est une personne queer, on peut être une personne de la diversité sexuelle, de la diversité de genre, mais on est à l'encontre des normes habituelles. Prochaine question pour vous. Je vais vous garder réveillé, là. J'aimerais savoir, de votre point de vue, quel serait l'obstacle majeur qui freine l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans votre sport préféré? Donc, ça peut être le tennis, le hockey, peu m'importe. Mais qu'en pensez-vous? Le kickball. Qu'est-ce qui fait que c'est tough être une personne queer en kickball? Le patriarcat. Wow! Question intense qu'on pourrait débattre longtemps ce soir. Oui, la discrimination, la catégorisation des gens, le jugement des autres. Oui, mon Dieu, l'homophobie, la transphobie, la socialisation genrée. Oui, vraiment. Guylaine nous en a parlé tantôt. La masculinité hégémonique. Quelqu'un ici a suivi un cours, c'est sûr et certain. Félicitations. Alors, les normes sportives aussi. Et catégorie homme ou femme, là, on me parle de la binarité du sport. Très intéressant. Le sport est ancré dans la binarité homme-femme. Alors, merci. On a encore des absences de modèles. Intéressant. En cette époque où la victoire et les roses sont de plus en plus présentes, les modèles étaient moins nombreuses et nombreux auparavant. Alors, je poursuis. Merci. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est si petit, mais je vais vous le verbaliser. Alors, notre univers sportif, en ce moment, c'est un milieu qu'on dit être très conservateur. Pas au sens politique, mais plutôt au sens des valeurs. On a quand même des vieilles valeurs encore assez enracinées dans ce milieu-là, notamment sur le plan de la diversité sexuelle et de genre. Donc, des fois, ça paraît un peu mal d'être une personne queer quand on évolue dans l'univers du sport, spécialement dans l'univers du sport masculin d'équipe. Là, on a une coche au-dessus, le défi est grand. Le milieu sportif, c'est aussi un milieu qui est hétéro-cis-normatif. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt mettre de l'avant l'hétérosexualité et le fait d'être une personne cis. Donc, quand on ne répond pas à ces critères-là, ce n'est pas évident. Et on va aussi dire que la masculinité hégémonique domine. Qui avait répondu masculinité hégémonique? En arrière? Non, on ne sait pas. Alors, masculinité hégémonique, c'est une forme de masculinité traditionnelle avec des hommes forts et virils, finalement. C'est un peu ce qu'on veut dire. Autrement, comme je vous le nommais tout à l'heure, on a un milieu sportif qui est très ancré dans la binarité. Donc, on a des compétitions de femmes, d'hommes, etc.
Dès qu'on est une personne de la diversité de genre, donc une personne trans, une personne non-binaire, bien, automatiquement, on vient challenger cette binarité-là. On ne rentre pas dans les catégories. Ça rend les gens inconfortables. On ne sait pas quoi faire avec le problème. Mais au final, on en revient à des questions qui sont plutôt fondamentales de comment les gens peuvent bouger, exister, être eux-mêmes à travers ce monde-là sportif qui est organisé selon un modèle conservateur, hétéro, cis, normatif. Alors, oui, en 2026, nos recherches le démontrent encore, malheureusement, mais le savoir expérientiel des gens à qui on parle le démontre particulièrement. L'homophobie, la transphobie, elle existe encore en milieu sportif. C'est un fait et on doit encore travailler pour combattre ça et faciliter l'inclusion. Je regarde mon temps, tout va bien, merveilleux. Alors, notamment, pour faciliter l'inclusion des personnes LGBTQ+, ça part très jeune, hein? Ça part notamment par le rôle des parents d'athlètes. Donc, quand on a un jeune qui est coaché par un entraîneur, une entraîneure, il y a certains parents qui vont avoir une réticence à ce que leur jeune soit coaché par une personne LGBTQ+. Ils vont démontrer une ouverture variable. Donc là, déjà, on peut avoir des enfants qui vont être moins en contact avec la diversité parce qu'on ne voudra pas les laisser aller dans ces zones-là. Ils peuvent vivre, les parents, certaines craintes. Ça peut être lié, entre autres, à des stéréotypes, des préjugés différents à l'encontre, par exemple, d'entraîneurs homosexuels qui pourraient avoir des penchants malsains à l'égard des petits garçons, ce qui n'a pas rapport, là. Ce sont des idées, ce n'est pas la réalité. On pourrait avoir aussi des parents qui s'inquiètent que leur jeune fille soit recrutée par une entraîneur lesbienne, par exemple, recrutée dans l'orientation sexuelle autre. Donc, ce sont des choses qu'on entend réellement dans nos recherches. C'est pas moi qui invente ça. Mais ça peut freiner certains enfants d'accéder à la pratique sportive et d'être exposés à des modèles variés aussi de personnes sportives. Aussi, fait intéressant, c'est plus difficile quand on est un entraîneur, une entraîneur ou une personne qui va évoluer dans les postes de leadership d'assumer une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle ou d'être une personne de la diversité de genre de façon d'être out finalement. C'est plus difficile pour ces gens-là en position de leadership que pour les athlètes eux-mêmes. Donc, on a un rôle où on doit prendre des décisions, être en leadership et de dévoiler cet élément-là face à ces jeunes qui sont coachés ou face aux gens qu'on encadre. C'est encore un grand défi. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas raisonnable de dévoiler ces informations-là parce qu'ils vont perdre en charisme, finalement. Donc, ça, c'est quand même un élément très fort qu'une de nos recherches nous a démontré, malheureusement. Je poursuis. J'ai besoin d'une gorgée d'eau, me le permettez-vous? Excellent. C'est de la faute de votre bière boréale blonde, j'en suis certaine. Merveilleux. Alors, je poursuis. Les personnes, selon leur profil, vont vivre des défis particuliers. Si on est face à des hommes gays, bisexuels, pansexuels, on a une difficulté spécifique à vivre le coming out et les insultes homophobes sont nombreuses, malheureusement, dans les milieux sportifs. Et ces gens-là peuvent avoir un certain défi à devenir des coachs aussi pour toutes ces raisons. Donc, ça crée une forme d'invisibilisation. On en voit moins, on le sait moins. J'y vais rapidement parce que le temps file. Du côté des femmes lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, d'une part, les femmes bi et pan, on va les voir très peu. On ne le sait pas, hein, ça apparaît pas tant que ça. On va avoir aussi un enjeu du côté des femmes qui ont l'air très masculines. Donc là, ça peut mal paraître. On a la performance de genre qui va être questionnée à ce moment-là. Je vous donne un petit exemple ici, issu d'une recherche. On a Paul, qui est une arbitre, qui est une femme cis pansexuelle, qui nous dit « Samedi, j'ai été intimidée par un joueur 6 pieds 7, très costaud, grosse barbe, grosse voix. Je me suis pas sentie bien. » Donc, quand on est une arbitre, quand on est une entraîneur, quand on est une personne en situation de leadership, ça peut être très dur de vivre ces situations-là où on est discriminé, où on est intimidé, où on fait face à des violences sexistes, finalement. Pour les personnes trans et non-binaires, les défis sont encore plus importants. On est face à des trucs qui sont de l'ordre du structurel, comme l'accès à des vestiaires genrés. C'est compliqué quand on est une personne non-binaire. Où est-ce qu'on va se changer? Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce qu'on se sent en sécurité? C'est fondamental.
Et puis, on a aussi une grande absence de connaissances de la part des gens qui encadrent les jeunes trans, les jeunes non-binaires, et une absence de ligne directrice au niveau de l'inclusion pour ces personnes-là. Même les uniformes ne sont pas toujours adaptés, on ne sait pas trop quoi proposer. Heureusement, il y a des milieux qui commencent à avoir une ouverture incroyable à ce niveau-là. Je pense au cheerleading en ce moment, où la panoplie de costumes possibles est extrêmement variée pour des corps différents, un confort différent et aussi des identités de genre différentes. Petite image pour vous à l'écran. On a ici 2 nageuses, Cathy Ledecky et Lia Thomas. L'une d'elles est cis, l'une d'elles est trans. Et je mettrai ma main au feu que vous êtes incapable de dire laquelle est laquelle. Et j'avais envie ici de souligner le fait que les femmes, y compris les femmes cis et les femmes trans, peuvent exister dans tous les formats, et ça, c'est fondamental. Donc, la diversité, c'est beau. Bref, j'achève. On va entrer dans notre 15 minutes. La LGBT-phobie en contexte sportif, elle a plusieurs impacts, notamment parce que les parents vont choisir un sport pour leur enfant en fonction des stéréotypes de genre dont Guylaine nous a parlé. Les filles aussi vont s'éloigner des sports qui sont perçus comme trop masculins ou qui ont des réputations de lesbiennes, genre le hockey féminin, par exemple. Et les garçons vont peut-être éviter ou abandonner des sports qui sont perçus comme trop féminins, comme la natation artistique, la nage synchronisée qu'on va dire souvent, ou le cheerleading, justement. Et ils vont s'exposer potentiellement, ils ne veulent pas, s'exposer à des violences homophobes, donc vont se retirer du milieu sportif, ce qui n'est pas souhaitable. On ne veut pas que les gens deviennent sédentaires, on veut qu'ils puissent s'exprimer par le corps aussi. Donc, on va vouloir une culture de l'inclusion, c'est essentiel, d'une part par des alliés hétéro-cis qui vont prendre position, y compris quand les personnes LGBTQ+, ne sont pas dans la salle, qui vont oser parler au moment où c'est nécessaire et défendre les gens qu'ils aiment, ou même s'ils n'en connaissent pas, ils vont prendre position. Des fois, c'est en ayant un autocollant qui dit qu'on est un allié avec un drapeau arc-en-ciel sur notre porte de bureau quand on est un prof, par exemple, ou qu'on a un bracelet arc-en-ciel qui va faire qu'un jeune va se sentir à l'aise de venir nous parler s'il a besoin de se confier. Et pour conclure, c'est important pour moi de souligner que les luttes, elles se renforcent, elles ne s'excluent pas. Ce n'est pas parce qu'on milite pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, qu'on met de côté l'inclusion des filles et des femmes. Ça se renforce, ça va ensemble, main dans la main. Voilà. Alors, je vous invite à certaines petites références aux besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions pour cette présentation? Questions, témoignages, tranche de vie. Ce ne sera pas une tranche de vie, mais j'aimerais ça t'entendre davantage sur la slide sur le dévoilement d'orientation sexuelle pour les hommes. Oui. En ce moment, est-ce que tu dirais qu'il y a plus de difficultés de le faire au sein des sports traditionnellement masculins? Et si oui, pourquoi? Oui. Merci pour ta question. Donc, actuellement, on mène un projet de recherche qui s'intéresse aux coachs et aux arbitres LGBTQ+, à travers le Canada en entier. Et les résultats préliminaires qu'on a entre les mains en ce moment nous permettent de dire que oui, c'est plus difficile pour les hommes dans les sports d'équipe qui sont traditionnellement masculins, comme le hockey, comme le soccer, comme le football, par exemple. On est dans des milieux où les valeurs traditionnelles sont très, très fortes et on ne veut pas paraître moins fort aux yeux de son équipe. On veut garder toute sa prestance, finalement. Et il y a des gens aussi qui vont avoir peur, littéralement, pour leur sécurité dans certains contextes. J'ai eu la chance d'entendre des témoignages incroyables. Je remercie les gens qui ont accepté de me partager leur histoire de vie, mais des personnes qui avaient très, très peur que je dévoile leur nom parce que ça pouvait avoir un impact sur leur sécurité et sur leur avancement dans leur carrière. Donc, c'est pas banal en 2026 qu'on en soit encore là. Puis, je fais référence ici à une étude aussi qui a été faite par GRI Montréal. Donc, GRI, qui est un organisme qui milite pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, entre autres en allant à la rencontre des jeunes au secondaire. Donc, ils vont aller faire des présentations, ils vont vraiment parler de ces réalités-là avec les jeunes pour les sensibiliser. Et ils ont pu observer, les intervenantes, à quel point il y a une montée de la discrimination et des violences homophobes et transphobes en ce moment par rapport à il y a, par exemple, 10 ans. Donc, tout ça s'imbrique dans ma réponse parce que, dans le fond, ces jeunes-là, ils grandissent et ils participent à des sports aussi. Donc, voilà, j'espère que ça t'éclaire un petit peu. Oui, merci. Merci. On aurait le temps pour d'autres questions. Allô?
Je me demandais, dans le sport professionnel, est-ce qu'on a des mesures ou des indicateurs un petit peu plus chiffrés sur le plan du marketing des athlètes, les prospects de commandites, tout le marketing hors court ou hors glace, à quel point est-ce que la valeur va être impactée par justement l'homosexualité ou juste quelque chose qui sort du traditionnel, là? Là, en ce moment, je regrette que mon collègue Lou Saint-Pierre ne soit pas présent parce que c'est sa spécialité. Ceci dit, on le salue. Il y a différentes choses que je pourrais répondre ici. Parfois, on a des campagnes particulières auprès des équipes professionnelles liées à, par exemple, l'inclusion des personnes queer pendant la semaine de militance contre l'homophobie et la transphobie. Là, les joueurs vont mettre du tape arc-en-ciel ou du tape rose sur leur palette pour aller jouer. Mais il ne faudrait pas que ça dépasse ce temps-là parce qu'après, on fait rire de nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de très limité là-dedans. Il n'y a encore pas tant de joueurs professionnels qui sont out. Ce n'est pas quelque chose de majeur. Par contre, en ce moment, ce qu'on entend énormément parler, ce sont des femmes qui sont out dans les milieux professionnels féminins, comme on pense à notre fameuse Marie-Philippe Poulain et Laura Stacey, sa conjointe. Bien là, on est dans une zone où ça normalise et ça offre des modèles aux petites et aux grandes filles, finalement. Et puis, ça semble pas nuire à leur popularité du tout, bien au contraire. Fait que je pense qu'ils font déjà un petit bout de chemin intéressant qui peut-être va donner de l'inspiration du côté masculin, mais c'est pas encore quelque chose de hyper présent. Guylaine, as-tu autre chose à rajouter sur ma réponse? En fait, il y a des athlètes qui ont témoigné que ça a eu un impact négatif. En fait, il y a certains commanditaires qui les ont carrément abandonnés, mais il y en a d'autres qui se sont pointés. Alors, donc, il disait, c'est pas tout le monde qui accepte. Du côté masculin, le hockey masculin, c'est vraiment une bébête à part. Il n'y a pas... En fait, ce qu'on se fait dire, c'est qu'il n'y a pas de gay au hockey, là. Bon, s'ils aiment ça le croire, c'est ça. Je ne sais pas si Heated Rivalry, là, ça a comme shaké les colonnes du temple, là. Mais c'est ça. Donc, mais le hockey masculin demeure vraiment un phénomène en soi parce que c'est tellement relié à notre identité, notre culture masculine, vraiment. Puis c'est quoi être un vrai gars? Bien, il faut que tu aimes le hockey. Puis c'est qui ne jouait pas au hockey? Bien, tu n'es pas un vrai gars. Je m'excuse, là, ce soir, tu vas te coucher, tu vas savoir que tu n'es pas un vrai gars. Non, c'est ça. Alors, pour les commanditaires, il y a clairement, il y en a qui ils pensent business puis qui vont y aller, mais il y en a d'autres qui ils ont trop peur de perdre. Il y a quand même de l'espoir. Si on fait juste regarder, bon, le Super Bowl s'en vient, là. Il y a 10 ans, les annonces du Super Bowl. C'était pas très élogieux pour les gars en passant. C'était juste des gros colons, les chemises carottées qui buvaient de la bière puis qui rotaient. Là. C'était vraiment ça. C'était ça. Puis si vous regardez les pubs maintenant, ça n'a rien à voir. On va voir des femmes, les hommes font d'autres choses que boire de la bière. Il y a vraiment... Ça a changé. Pourquoi? Parce que la Ligue, tout à coup, ils ont regardé le stats puis ils ont dit, bien, regardons ça, les femmes aussi aiment ça, le football, puis ils regardent. Puis on a presque 50% d'auditoire, c'est des femmes. Dans nos matchs, il y a 50-50. Ils ont dit, là, ils ont allumé que le target, là, faire du cash, bien, il faut parler aux femmes aussi. Fait que c'est juste marketing, là, mais ça a quand même un impact important sur cette culture-là. Mais il y a encore du chemin à faire. Merci. C'était parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le sujet? Vas-y. Faut pas se gêner. J'ai vraiment formé ben d'abord, en fait, je veux remercier tout le monde en fait, qui a fait des présentations. Je n'ai pas fait ça depuis le début, mais je tiens à vous remercier, c'était très intéressant. Tout d'abord. Ensuite, je me demandais, en fait, au niveau... Enfin, moi, je suis une personne gay, là. Bref, je suis gay, là. C'est ça qui est ça. Puis, dans le fond... c'est dit. C'est dit. Puis, dans le fond, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui me... Comment je pourrais dire ça? J'ai pas fait encore ma question. Je me suis dit qu'il faut que je me lance, là, parce que sinon, je vais manquer mon coup. Là, mais j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui... comment je pourrais dire ça? Tu sais, exemple, là, on voit la Pride de Montréal, où les commanditaires, justement, en lien avec Arc-en-Ciel, Pride, etc. Ou dans les émissions,
Bon, pas pour le nommer, mais Heated Rivalry, c'est un bon exemple, mais mettons n'importe quelle émission qu'on voit qu'il y a de plus en plus de diversité, d'inclusivité. J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage, beaucoup d'amis, c'est relatif, là, mais il y a souvent le hors, pas encore, genre la craque, genre diversité, homosexualité, nanana. Puis des fois, j'ai de la misère à répondre à ce genre d'affirmation. Puis je me demandais si vous avez des advices. Là, c'est une question à tous, là, vous pouvez me répondre, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. C'est intéressant. Ça n'a aucun rapport avec le sport, mais c'est très pertinent comme question. Ouais. Merci. Alors, je pense qu'il y a quand même une différence entre... vous savez, quand on écoute justement la télé, puis là, on a la craque, le couple gay vit telle chose, puis là, on a la personne noire plaquée à tel endroit, puis là, on a une femme qui est PDG. Donc, c'est très plaqué. On est dans quelque chose qui n'est pas fluide, pas en tout, puis on le sent que c'est juste pour aller placer de la diversité versus une espèce de normalisation où finalement, toutes nos intrigues de couple dans nos téléromans, ça pourrait être autant un couple hétéro qu'un couple homo, ou etc. Donc, je pense qu'il faut continuer à le faire. Je pense qu'il y a encore, souvent, c'est plutôt maladroit, mais qu'on peut aller vers quelque chose de plus naturel, plus normalisé. Puis, il ne faudrait pas arrêter, justement. On parle de tokenism. C'était quoi le mot en français? On avait dit... Oh, mon Dieu. Oui, non, il y a un vrai mot en français. De la diversité de façade. Voilà. Donc, on veut s'éloigner de la diversité de façade pour plutôt aller dans quelque chose où la diversité, elle est belle et célébrée et normale aussi. Donc, c'est mon petit input sur ta question. Ben merci. Je ne sais pas s'il y aurait des questions pour nos deux autres présentatrices. Si c'est le cas, vu qu'on n'avait que 3 présentations ce soir, on peut vous donner l'occasion de poser des questions sur les 3 thématiques. Là, ça va peut-être générer des réflexions. Là. Ah, je peux en parler. Alors, je vais vous parler de quelque chose de merveilleux avant de vous laisser poser d'autres questions. Alors, à l'écran, vous avez la publicité d'un balado animé par une certaine Guylaine Demers et Marc Durand. Donc, Marc et Guylaine, dans le balado « Jouer comme une fille », vous parlent de différents enjeux liés au sport féminin et à l'inclusion dans les sports. Donc, on aborde des sujets très variés, par exemple, être une femme autochtone en sport, être une athlète olympique en skateboard. On a plein de sujets. On y parle dernièrement du super film « Les Furies », sur le roller derby. Donc, je vous invite à aller écouter la chose. C'est vraiment ludique et pertinent. Puis comme moi, c'est mon dada, le slido, là, fait que j'aimerais ça que vous nous écriviez un mot avec lequel vous allez repartir ce soir. Bon, vous avez le droit d'écrire 2 différents, mais quand vous allez vous coucher à soir, là, à quoi vous allez penser? Comme « je suis pas un vrai gars », par exemple. Oui, c'est vrai que ça avance. Il faut quand même parler des bons coups. Absolument, ça bouge. Juste, d'ailleurs, en passant, ceux qui s'intéressent, la victoire mène 1-0 en ce moment. La première période est finie. Je crois que la force aussi du lab, de la Profem, c'est d'être dans une intersectionnalité. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. On travaille toutes et tous sur des sujets qui paraissent très différents, mais là où on va pouvoir gagner en compréhension, en partenariat, en allyship, je ne sais pas comment on le dit en français, être de bons alliés, c'est aussi dans la capacité à travailler et à faire croiser nos sujets, que ce soit dans des campagnes sur le terrain, que ce soit au niveau de la recherche, c'est la même chose. Donc on est encore au début, il y a des sujets qui sont en train d'émerger, mais je suis persuadée qu'au fur et à mesure que la recherche alimente le terrain et que réalimente la recherche, on sera encore plus forts tous ensemble et tout ensemble pour lutter contre toutes les discriminations que peuvent vivre les femmes dans le sport, par exemple.
Bien, merci beaucoup. Puis, un autre code QR. Vous aviez aussi des signets sur la table où vous pouvez aller. En fait, nous, nos rapports de recherche sont disponibles. On a aussi des capsules web, vidéo, etc., pour rendre accessible le plus possible la recherche sur les filles et les femmes dans le sport au Québec. Voilà. Et merci à Bistro Brain. Ils nous ont trouvé un peu difficile, là, mais on est un petit peu exigeante, la vieille. Bien, merci. Est-ce qu'il y avait des dernières questions? C'est comme la dernière opportunité. Une quatrième. Avant de monter sur le coup. Sinon, vous avez le droit de venir nous jaser avec une bière aussi. On va rester un petit peu avec vous. Il y a un quiz. Oh. Oui, c'est ça. On passe au quiz tout de suite? Pardon? Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est ça, notre soirée tire à... Ah, il y avait une question, mais... J'ai-tu le temps? C'est bon? Ben merci, vraiment intéressant. J'ai une question pour les femmes musulmanes dans le sport. Je me demandais, vous avez beaucoup parlé de comment sont perçus peut-être des fois de l'extérieur des jugements du contrôle du corps, quasiment du biopouvoir, mais de l'intérieur, dans les équipes, comment ça, tu sais, c'est-tu un facteur d'intégration? Puis je fais le lien avec la première présentation où on disait les femmes, c'est complètement différent dans la solidarité que les hommes qui doivent faire leurs preuves. Mais c'est ça, comment, je ne sais pas si vous aviez questionné comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des différences avec les hommes musulmans aussi qui peuvent faire des sports au sein des équipes? C'est vraiment c'est passionnant, vos questions. La comparaison femmes-hommes, justement, elle permet de voir les inégalités qu'il peut y avoir dans le traitement à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté et peut nous permettre aussi d'avancer un peu plus ensemble sur ces injustices-là. Alors, je ne suis pas dans les vestiaires des hommes, donc ça mériterait justement d'avoir un homme qui questionne ces inégalités au sein de la population masculine. Mais... Je prends l'exemple du rugby. On a en France, et je serais très curieuse de voir comment ça se passe ici, on a en France des femmes musulmanes qui peuvent pratiquer avec leur couvre-chef, puisqu'elles sont toutes couvertes, on ne voit pas qu'elles portent un hijab. Et à vrai dire, elles sont tellement fortes sur le terrain qu'on ne va pas leur dire « Non mais écoute, vas-y enlève ton hijab si tu veux jouer ». Non, elle est là, elle se bat et on va la laisser jouer sans problème. Peut-être parce que dans la culture du rugby, il y a plus d'inclusion que dans le foot, par exemple. Mais... c'est une question qui est intéressante parce que les femmes entre elles, en tout cas dans le rugby, elles sont beaucoup plus sorores. Il y a aussi une communauté lesbienne qui est très très importante et qui ont été très solidaires pour les femmes en disant mais on sait ce que c'est que la dignité, le respect de la dignité, on sait ce que ça veut dire devoir sortir ou de rester dans le placard et de ne pas pouvoir être out. Toutes ces questions-là, elles le vivent à l'intérieur d'elles-mêmes et donc elles sont particulièrement solidaires auprès des femmes musulmanes. C'est les premières à avoir fait des manifs, c'est les premières à avoir signé les campagnes. Donc ça, c'est une observation. Pour les hommes, c'est peut-être différent. Ils restent peut-être un peu plus entre eux et ils sont peut-être un peu plus stigmatisés. Il y a plein de discriminations envers les hommes, encore peut-être même plus importantes que les femmes. Donc ça mériterait d'être comparé, ça mériterait d'être vu aussi dans les différents sports. C'est vraiment des portes ouvertes pour améliorer l'inclusion des femmes et des hommes. Mais ça reste quand même des privilégiés. Et au niveau du vêtement, ils sont moins contraints. Donc peut-être que ça peut perturber un peu plus les femmes que les hommes à voir sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Notre soirée tire à sa fin, donc je souhaite déjà vous remercier l'auditoire là, chaleureusement pour votre écoute et votre participation. Vous avez été riche en questions et commentaires. Je remercie aussi nos 3 présentatrices, Aïfa, Guylaine et Anne-Marie, pour leur contribution. Je pense que vous avez ouvert la boîte de Pandore, puis c'est vraiment important de parler de tout ça, puis j'espère que ça aura inspiré beaucoup d'entre vous pour les fois à venir, puis à sensibiliser les restes de notre entourage. Merci aussi à notre équipe de bénévoles Bistro Brain, donc, parce que ça paraît pas, mais c'est quand même sportif d'organiser un événement comme ça. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'applaudir nos athlètes. Donc, on avait Marie-Hélène à l'accueil, Gabrielle à la captation. On a aussi Cécile, mais qui est absente ce soir, puis Héloïse aussi, qui assure la coordination avec moi.
Puis on a aussi Alexis, notre coach, alias aussi le directeur de Bistro Brain. Merci à Pauline pour l'animation. Merci. Un gros merci aussi à notre partenaire financier, donc les Fonds de recherche du Québec. Puis aussi à notre partenaire, la Nicasie, donc pour leur accueil, puis leur équipe, donc au service et à la cuisine. Puis on avait Raphaël à la technique. Fait que c'est maintenant l'heure du moment que vous attendez tous. On va passer au quiz.